Dans les photographies en noir et blanc des officiers allemands du XXe siècle, il y a un détail qui saute aux yeux, les cicatrices. Lignes droites traversant les joues, coupures bien définies sur des visages durs, comme si la guerre avait laissé sa marque même avant le premier coup de feu. C'étaient des marques rituelles acquises dans des duels universitaires connus sous le nom de Mansur, une pratique exclusive des fraternités germaniques les plus élitistes. Avec l'ascension du nazisme, ces cicatrices se convertirent en un symbole ambigu. Tandis qu'Hitler et ses hiérarques méprisaient les traditions aristocratiques, beaucoup d'officiers avec un pouvoir réel continuaient d'arborer ces marques du passé. Dans l'imaginaire allié, et ensuite au cinéma, la cicatrice resta fixée comme signe du bourreau, du commandant cruel, du visage du mal absolu. Pourquoi tant d'officiers allemands montraient-ils des cicatrices au visage ? Que signifiaient réellement ces marques qui semblaient sorties du champ de bataille? Et pourquoi le monde associa-t-il ces cicatrices avec la brutalité nazie? Mansur, le duel qui marquait l'élite allemande. Dans les universités du Saint-Empire romain germanique, bien avant qu'existe une Allemagne unifiée, se gesta une tradition qui marquerait littéralement le visage de générations de futurs officiers. À partir du XVIe siècle, les étudiants de familles nobles et bourgeoises, aisés dans des territoires comme la Prusse, la Bavière et la Saxe, jouissaient du privilège de porter des épées. Ce droit, initialement concédé pour la défense personnelle pendant les trajets entre l'université et leur résidence, évolua vers quelque chose de complètement différent. Les duels spontanés entre étudiants devinrent fréquents. Une dispute académique, un regard défiant ou un commentaire méprisant pouvaient déclencher un combat immédiat. Pour les autorités universitaires, cette violence croissante représentait un problème sérieux. Cependant, au lieu d'interdire complètement les armes, elles optèrent pour une solution qui reflétait la mentalité de l'époque, régulariser et ritualiser la violence. Ainsi naquit le Mansur, un type spécifique de duel académique qui se développa au sein des fraternités universitaires les plus exclusives. Ces organisations, connues sous le nom de Corps et Burschenschaften, fonctionnaient comme des sociétés fermées avec de stricts codes de conduite. N'importe quel étudiant ne pouvait y accéder. Il fallait un lignage social approprié, une solvabilité économique et, crucialement, la disposition à se soumettre à un système où la douleur, la discipline et l'obéissance étaient des éléments formatifs centraux. Le Mansur se distinguait radicalement des autres types de duels. Les participants se plaçaient dans une position fixe, séparée par une distance spécifique appelée Mansurabstand, approximativement un bras et demi d'extension. Ils ne pouvaient bouger, esquiver ou reculer. Le protocole exigeait de rester complètement immobile, avec la tête droite et les yeux ouverts, sans tenir compte de la proximité de l'acier ennemi. L'arme utilisée était le Mensurschläger, une épée droite à un seul tranchant, conçue spécifiquement pour réaliser des coupures nettes et contrôlées. Sa construction était soigneusement calibrée pour causer des blessures superficielles visibles sans provoquer de dommages létaux. La majorité des coupures se dirigeaient vers la joue gauche de l'adversaire due à la position corporelle et à la latéralité de la main dominante. Les duellistes utilisaient un équipement de protection partiel mais délibérément incomplet. Ils portaient un gilet matelassé, un gant métallique à la main non dominante, une protection pour la gorge et des lunettes spéciales appelées pokebrill qui protégèrent les yeux sans couvrir les joues. Cette protection sélective était intentionnelle. Le visage devait rester vulnérable pour que le duel remplisse son objectif symbolique. Chaque combat était supervisé par un arbitre spécialisé, l'Obmann, qui contrôlait le rythme, vérifiait le respect des règles et décidait quand interrompre l'action. 2 assistants, les Sekundanten, protégeaient leurs duellistes respectifs et pouvaient intervenir en cas d'urgence. La présence d'un médecin de fraternité était obligatoire, chargé de fournir une attention immédiate et de suturer les blessures résultantes. Les duels s'organisaient en rondes brèves appelées « Geng », qui duraient entre 20 et 30 secondes. Pendant ces intervalles, les 2 duellistes exécutaient une séquence rapide de mouvements offensifs, généralement entre 3 et 5 estocades dirigées vers le visage de l'adversaire. Après chaque ronde, on évaluait les dommages et on déterminait si le combat continuait. Le plus notable du Mansur était qu'il n'existait ni vainqueur ni vaincu au sens traditionnel. L'objectif n'était pas de vaincre l'adversaire ni de démontrer une supériorité technique. Le véritable objectif était beaucoup plus profond.
prouvait la capacité de maintenir sa composure face aux dangers imminents. Il s'agissait d'un examen de caractère, où le vrai triomphe consistait à rester immuable tandis qu'une lame aiguisée se dirigeait vers le visage. La préparation se centrait plus sur l'entraînement mental que sur le développement d'habileté d'escrime. Les candidats pratiquaient des exercices d'autocontrôle, apprenaient à maintenir une respiration constante sous pression et développaient la discipline nécessaire pour ne pas fermer les yeux instinctivement face à l'attaque. Cette préparation psychologique était considérée plus précieuse que n'importe quelle technique de combat. Les fraternités voyaient cette pratique comme un outil de sélection et de formation. Seuls ceux capables d'affronter l'acier sans reculer étaient considérés dignes d'appartenir au groupe. La logique était claire. Si un homme ne pouvait maintenir son calme face à une épée, comment pourrait-on lui faire confiance pour des décisions importantes dans la vie professionnelle, politique ou militaire? Cette pratique s'étendit dans les universités les plus prestigieuses du monde germanique. Heidelberg, Iéna, Leipzig, Göttingen et Tübingen se convertirent en centres où se forgeait une élite masculine marquée par une expérience partagée de douleurs contrôlées et de discipline extrême. Les jeunes qui passaient par ces rituels développaient non seulement une résistance physique particulière, mais aussi une mentalité spécifique sur l'honneur, le sacrifice et la hiérarchie. L'entraînement universitaire préparait les futurs dirigeants de la société allemande à affronter des situations difficiles sans montrer de faiblesse. Dans les salles de classe universitaires se gestait une culture qui valorisait le stoïcisme, la résistance à la douleur et la capacité de maintenir la dignité sous pression. Ces valeurs, forgées dans l'époque boden des fraternités, accompagneraient ces hommes durant toute leur vie professionnelle. La cicatrice du Reich, le mythe du visage marqué. Dans l'iconographie populaire du XXe siècle, peu d'images résultent aussi reconnaissables que celle de l'officier allemand, avec une cicatrice traversant sa joue. Cette figure, omniprésente dans les films, photographies de guerre et récits historiques, se convertit en un symbole visuel immédiat d'autorité militaire germanique. La cicatrice ne marquait pas seulement la peau. Elle révélait aussi, selon la perception collective, une histoire de violence, discipline et fanatisme. Mais la réalité derrière ces marques faciales est considérablement plus complexe que leur interprétation médiatique. Le stéréotype de l'officier nazi cicatrisé se consolida principalement après 1945, quand les médias de communication alliés commencèrent à construire un répertoire visuel pour représenter l'ennemi vaincu. Hollywood, en particulier, adopta la cicatrice faciale comme un raccourci narratif efficace, un signal immédiat du méchant, du torturateur, du commandant cruel. Des films comme The Great Escape, 1963, Where Eagles Dare, 1968, et plus tard, Indiana Jones and the Last Crusade, 1989, fixèrent dans l'imaginaire collectif l'image du nazi au visage marqué comme une figure inévitable du mal absolu. Cette construction visuelle ne surgit pas du vide. Elle s'appuyait sur une association simpliste. Une cicatrice visible devait être le reflet d'une vie violente, de combats sauvages ou même de tortures infligées ou reçues. Pour le public général, un officier allemand avec une blessure au visage ne pouvait signifier qu'une chose, brutalité. Mais cette perception, bien qu'efficace du point de vue dramatique, manquait presque complètement de fondement historique. Un des cas les plus documentés et mal interprétés fut celui d'Otto Skorzeny. Né à Vienne en 1908, Skorzeny se convertit en l'un des visages les plus reconnaissables des Waffen-SS pendant la guerre. Il mesurait presque 1,90 m, avait un physique imposant et une cicatrice prononcée sur la joue gauche qui le rendait impossible à confondre. Sa renommée internationale éclata après avoir dirigé en 1943 l'opération pour secourir Benito Mussolini du Gran Sasso. Les photographies de cette mission, largement diffusées par la presse alliée, montraient clairement sa cicatrice faciale, consolidant son image comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Les médias ne tardèrent pas à le convertir en archétype de l'officier nazi, froid, efficace, redoutable et physiquement marqué par la violence. Mais la vérité était autre. Sa cicatrice ne provenait pas de combats, ni d'actes de torture, ni d'opérations militaires. Skorzeny l'avait reçue des années auparavant, pendant son époque d'étudiant d'ingénierie à l'Université technique de Vienne, dans le contexte d'un duel académique ritualisé.
Il appartenait à l'une des traditionnelles fraternités universitaires germaniques qui pratiquaient le mensur, un type de duel à l'épée où la cicatrice était une marque d'honneur, non d'agression. Sa blessure n'avait aucune relation avec le régime national-socialiste, ni avec la guerre, ni avec des idéologies totalitaires. Un second cas révélateur est celui d'Ernst Kaltenbrunner, chef de la RSHA, Bureau central de sécurité du Reich, et l'un des principaux architectes de l'appareil répressif du Troisième Reich. Pendant les procès de Nuremberg, sa figure se détachait par une cicatrice verticale qui traversait son visage avec crudité. Cette image fut largement reproduite par la presse internationale et se convertit en un symbole de méchanceté incarnée. La cicatrice, tout comme dans le cas de Skorzeny, renforça automatiquement la perception publique que ce visage déformé était le visage du bourreau. Mais la blessure de Kaltenbrunner n'avait pas non plus d'origine militaire ni répressive. Elle avait été provoquée par un accident de montagne des années avant son ascension au sein des SS. Sa cicatrice était le résultat d'une chute pendant qu'il escaladait dans les Alpes, non d'aucune confrontation ni acte de violence politique. Bien qu'aucune de ces cicatrices n'eût de lien avec des atrocités de guerre, la combinaison d'images et d'impact médiatique fut suffisante pour établir un symbole durable. Skorzeny et Kaltenbrunner, hommes avec un pouvoir réel au sein de l'appareil nazi, avaient des cicatrices visibles. Cette coïncidence fut exploitée par la narrative alliée comme une manière de codifier visuellement le mal. Un visage endommagé était un visage coupable. Depuis lors, la cicatrice cessa d'être interprétée comme vestige d'honneur académique ou accident et passa à représenter une biographie violente et moralement perverse. Paradoxalement, la majorité des dirigeants les plus proéminents du Troisième Reich ne portaient pas de cicatrice faciale. Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring, Martin Bormann, Alfred Jodl et Wilhelm Keitel apparaissent dans des milliers de photographies sans marque visible. Aucun d'eux ne fut blessé dans des duels étudiants ni n'arbora jamais un schmiss comme distinctif. En réalité, beaucoup d'entre eux méprisaient les coutumes aristocratiques traditionnelles, comme le mensur, qu'ils associaient avec la décadence du vieil ordre impérial. Hitler, en particulier, était hostile à tout ce qui sentait l'élite universitaire, la noblesse ou les rituels qui n'étaient pas directement contrôlés par le parti. Cette discordance entre réalité historique et représentation visuelle s'amplifia avec le temps. Chaque film, série ou jeu vidéo qui présentait des officiers allemands cicatrisés renforçait le mythe, éloignant le public des faits vérifiables. Les cicatrices faciales se convertirent en un code esthétique obligatoire pour représenter la méchanceté. Le contexte, les documents, les crimes prouvés n'étaient pas nécessaires. La seule présence d'une blessure suffisait pour signaler la culpabilité. Cette convention visuelle remplissait une fonction pratique. Dans un médium comme le cinéma, où les personnages doivent être reconnaissables en quelques secondes, une cicatrice visible simplifiait la tâche du spectateur. C'était un langage symbolique direct. Il ne fallait ni dialogue, ni développement narratif. Le visage parlait de lui-même. La cicatrice devint ainsi une sorte de marque déposée de l'antagoniste, comme le cache-œil du pirate ou la griffe du tueur en série. Ce phénomène refléta aussi une méconnaissance généralisée sur la culture académique allemande du XIXe siècle. Hors d'Allemagne, peu savaient que les cicatrices pouvaient être le résultat de rituels étudiants strictement réglés, pratiqués pendant des décennies par des étudiants de droit, médecine et ingénierie. Dans la perception externe, la distinction entre l'aristocratie universitaire prussienne et le régime nazi était inexistante. Tout se fondait dans une image homogène d'autorité militariste, de discipline cruelle, de passé réactionnaire. Et pourtant, cette confusion était historiquement insoutenable. Le nazisme représenta une rupture avec le vieil ordre, non sa continuité. Tandis que les cicatrices du mensur étaient des symboles d'appartenance à des élites universitaires indépendantes, le national-socialisme promouvait une nouvelle classe dirigeante basée sur la fidélité idéologique et l'obéissance aveugle. Le régime méprisait les fraternités traditionnelles parce qu'elles incarnaient des formes de loyauté non subordonnées au Führer. Quelques officiers allemands portaient bien des cicatrices réelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais leurs origines étaient variées, blessures de combat de la Première Guerre mondiale, accidents de circulation, morsures d'animaux, bagarres personnelles ou, comme déjà dit, duels étudiants ritualisés.
En aucun cas il ne s'agissait de marques promues, encouragées ou codifiées officiellement par le régime comme symboles désirables. La confusion entre le symbolique et le factuel se maintient jusqu'à nos jours. Des productions contemporaines comme Inglourious Basterds 2009, The Man in the High Castle 2015 ou des jeux vidéo comme Wolfenstein continuent d'utiliser la cicatrice comme ressource graphique pour identifier des personnages allemands malins. L'archétype est trop utile pour être abandonné, bien que l'histoire le contredise. Ainsi, la cicatrice du Reich devint un symbole non par son origine, mais par son utilité narrative. De marque d'honneur, elle passa à stigmate de méchanceté. De rituel académique, elle passa à indice de crime. Et avec cela, s'effaça une partie complexe, mais fascinante, de la culture universitaire germanique. Les visages cicatrisés de Skorzeny et Kaltenbrunner aidèrent à consolider le mythe, mais la véritable origine de leurs blessures révèle jusqu'où peut aller la simplification symbolique quand il s'agit de narrer le mal. Cicatrices interdites, le visage parfait du Reich et ses fissures réelles. L'idéal de perfection physique fut l'un des piliers les plus visibles et obsessifs du Troisième Reich. Dans sa narrative esthétique et biopolitique, le régime national-socialiste construisit une image artificielle de l'homme nouveau arien, sain, vigoureux, symétrique, sans défaut visible ni faiblesse physique. Ce modèle, inspiré tant par les théories eugéniques que par la sculpture néoclassique, n'admettait pas de déviation, et encore moins de cicatrices. Tandis que les générations antérieures d'officiers allemands avaient porté leur marque faciale du Mansur comme preuve d'honneur, les nazis, spécialement Adolf Hitler et son cercle intime, méprisaient profondément ces signaux du passé. Le nouvel ordre visuel du Reich exigeait des visages intacts, des corps fonctionnels et une physionomie qui reflétât pureté raciale et discipline corporelle. Les cicatrices, qu'elles fussent rituelles, accidentelles ou de guerre, se convertissaient en imperfections qui menacèrent le contrôle absolu sur l'image du pouvoir. Adolf Hitler, qui ne participa jamais à des duels universitaires ni ne souffrit de blessures visibles pendant la Première Guerre mondiale, établit un canon esthétique très distinct de l'ancien militarisme prussien. Sous son leadership, le parti promut une iconographie où les dirigeants apparaissaient impeccables. Uniforme sans plis, posture droite, visage symétrique. Toute cicatrice visible était soigneusement évitée dans les portraits officiels et photographies de propagande. Même parmi les SS, théoriquement une élite de combat, on privilégiait les traits physiques ariens avant tout signal de sacrifice corporel. Les marques visibles étaient considérées incompatibles avec l'idéal racial pur. Joseph Goebbels incarna cette contradiction avec une intensité spéciale. Malgré avoir été l'une des figures les plus puissantes du régime, son corps était loin du modèle arien. Il avait une claudication sévère de la jambe droite, produit d'une ostéomyélite infantile qui lui laissa une notable différence de longueur entre les deux extrémités. Son pied droit était plus court et déformé, ce qui l'obligeait à utiliser des chaussures orthopédiques surélevées et à marcher avec un mouvement asymétrique notoire. Cependant, Goebbels contrôla obsessionnellement son image. La propagande officielle le photographiait presque toujours de face, immobile ou assis, évitant de montrer sa difficulté pour marcher. Dans la narrative visuelle du Troisième Reich, le ministre de la propagande avait un visage lisse, un port sûr, une expression dominante. Son handicap fut, systématiquement, effacé de l'imaginaire public. La censure de l'imperfection fut si forte que même les blessés de guerre, initialement exaltés comme soldats du sacrifice, furent graduellement écartés des espaces visuels du pouvoir. À mesure que les pertes augmentaient et que les hôpitaux militaires se remplissaient de mutilés, le régime limita leur exposition publique. Les cicatrices faciales, les prothèses visibles et les amputations commençaient à rappeler à la population quelque chose que la propagande ne pouvait contrôler, la fragilité de la chair. Au lieu du héros blessé, le nazisme préférait montrer le soldat immaculé, le corps fonctionnel, le visage sans fissure. Cependant, la guerre et la réalité ne respectèrent pas les constructions symboliques. Quelques-uns des plus notoires ennemis internes du nazisme furent précisément des figures avec des cicatrices physiques réelles, visibles et ineffaçables. Le plus paradigmatique fut Klaus von Stauffenberg, officier de l'état-major et descendant de l'aristocratie souabe. Stauffenberg incarnait jusqu'à un certain point
l'idéal prussien de discipline, noblesse et honneur militaire. Mais pendant la campagne du nord de l'Afrique en 1943, il subit une attaque aérienne qui changea sa vie pour toujours. Il perdit l'œil gauche, la main droite et 2 doigts de la main gauche. Son visage resta partiellement défiguré par les brûlures et le trauma, et depuis lors il utilisa un cache noir et un gant de cuir pour couvrir son amputation. La transformation physique de Stauffenberg coïncida avec son éloignement définitif du régime. Tandis qu'Hitler continuait de promouvoir une image d'invulnérabilité, Stauffenberg comprenait, depuis son propre corps blessé, l'ampleur de la tragédie nationale. Sa tentative d'assassiner le Führer le 20 juillet 1944 dans l'opération Walkyrie fut un acte désespéré et symbolique. Le visage marqué du conspirateur contrastait avec le visage caché et artificiel du dictateur. Quand il fut exécuté, à peine quelques heures après l'attentat raté, son corps mutilé et son visage endommagé passèrent à incarner une autre esthétique de l'héroïsme, celle du sacrifice réel, non celle de la perfection simulée. Hors du cercle conspirateur, d'autres hauts commandants nazis affrontèrent aussi les conséquences physiques de la guerre. Bien qu'ils ne se montraient pas dans la propagande, beaucoup d'officiers restèrent marqués par des explosions, de la mitraille ou des accidents. Le général Helmut Reinhardt, blessé à Stalingrad, perdit une partie de la mandibule inférieure et vécut ses dernières années en s'alimentant avec une sonde. Le général Walter Model, dans ses derniers jours dans la Ruhr, resta partiellement défiguré après une tentative de suicide avec une arme de poing. Ses cicatrices, loin d'être exaltées comme symbole de valeur, furent silencieuses. Dans les archives photographiques officielles du Reich, ses visages cessèrent simplement d'apparaître. La répression esthétique arriva même à la fin du régime. Dans les derniers jours d'avril 1945, avec Berlin en ruine, Hitler ordonna qu'on ne prenne pas de photographies des officiers qui se réfugiaient avec lui dans le bunker. La crainte n'était pas seulement de la défaite, c'était de la détérioration visible, des visages amaigris, du désordre des uniformes, des blessures non traitées. L'obsession de maintenir l'image parfaite du Reich persistait même quand il ne restait plus rien à gouverner. La mort d'Hitler lui-même renforça cette logique. Après son suicide le 30 avril, son cadavre fut partiellement brûlé par ordre direct. Selon les rapports soviétiques, on ne récupéra que des fragments du crâne et une partie de la mandibule. Le visage n'existait plus. Il fut détruit intentionnellement, effacé de l'histoire visuelle. L'image du dictateur devait être contrôlée même dans la mort, évitant toute photographie qui révélât fragilité, décomposition ou dommages physiques. À la différence de Mussolini, dont le cadavre fut pendu à Milan comme symbole de la chute fasciste, Hitler s'évanouit. Son visage, soigneusement maintenu intact pendant 12 ans de pouvoir, disparut en cendres. Pendant les procès de Nuremberg, le contraste entre l'image antérieure du régime et l'apparence réelle de ses dirigeants détenus fut évident. Ernst Kaltenbrunner, avec sa cicatrice verticale sur la joue produit d'un accident d'alpinisme, apparut amaigri, vieilli, avec les yeux enfoncés. Hermann Göring, autrefois symbole d'opulence, montrait un visage gonflé et transpirant, reflet de son addiction à la morphine. Wilhelm Keitel, toujours droit dans les photos officielles, tremblait pendant les audiences, avec des taches visibles d'hématomes au poignet après les interrogatoires. Les caméras ne pouvaient plus éviter les défauts. Pour la première fois, le monde voyait les hiérarques nazis sans filtre, sans retouche, sans masque. Et dans ce nouveau visage collectif, ridé, détérioré, parfois blessé, se dissolvait l'image de l'arien parfait. Tandis que le régime vécut, les cicatrices visibles furent effacées, censurées ou invisibilisées. Mais à la fin, quand la propagande ne pouvait plus dicter l'image du pouvoir, les marques réelles émergèrent. Dans les visages des conspirateurs, des vaincus, des suicidés et des jugés, s'imposa une autre vérité. Que le corps se souvenait bien, que le visage parlait bien, et que, à la différence du mythe arien, l'histoire n'est pas toujours symétrique, lisse ni parfaite. Coupure d'honneur, l'obsession pour la cicatrice parfaite. Dans la société allemande et austro-hongroise des 19e et début 20e siècles, peu de marques physiques généraient autant d'orgueil que le Schmiss. Cette cicatrice faciale n'était pas vue comme une déformité ou une marque de violence, mais comme une insigne d'honneur masculin si valorisé que quelques hommes arrivaient à des extrêmes extraordinaires pour l'obtenir. Le Schmiss typique
apparaissait comme une ligne claire qui traversait la joue gauche, généralement en direction diagonale depuis la zone proche de l'oreille vers la commissure de la bouche. Sa forme spécifique dépendait de l'angle de la coupure pendant le duel, mais l'emplacement était consistant dû à la mécanique du combat. L'épéiste droitier, attaquant frontalement, dirigeait naturellement sa lame vers le côté gauche du visage de son adversaire. La profondeur et visibilité de la cicatrice dépendaient tant du duel original que du traitement postérieur. Beaucoup de duellistes ne laissaient pas au hasard le résultat esthétique de leurs blessures. Il existait des techniques spécifiques transmises au sein des fraternités comme connaissances spécialisées pour garantir que la marque fût suffisamment proéminente et permanente. Une des pratiques les plus étendues consistait à provoquer des infections contrôlées dans la blessure fraîche. Immédiatement après le duel, tandis que la coupure saignait encore, quelques duellistes appliquaient délibérément des substances qui retardèrent la cicatrisation normale. On utilisait des instruments non stérilisés pour toucher la blessure, on évitait les soins médicaux appropriés et on appliquait des irritants doux pour maintenir l'inflammation. L'objectif était d'empêcher que la peau fermât de forme propre et uniforme. La méthode du poil de cheval représentait la technique la plus sophistiquée pour rehausser le schmiss. Cette pratique requérait d'introduire plusieurs crins de cheval à l'intérieur de la blessure avant que commençât le processus de cicatrisation. Les poils agissaient comme corps étrangers qui généraient une réponse inflammatoire constante, empêchant que les bords de la coupure s'unissent correctement. Après plusieurs semaines, quand on retirait soigneusement les crins, la blessure avait acquis une forme plus irrégulière et profonde, avec une coloration plus sombre que la peau environnante. L'application de cette technique requérait une certaine connaissance médicale informelle. Les étudiants les plus expérimentés enseignaient aux novices comment insérer les crins sans causer de complications graves, comment maintenir la blessure dans l'état inflammatoire optimal et quand retirer les poils pour obtenir le meilleur résultat esthétique. Cette connaissance se transmettait oralement comme un savoir artisanal au sein de la communauté étudiante. Pour ceux qui ne réussissaient pas à obtenir un schmiss visible à travers le duel régulier, il existait l'option de l'intervention chirurgicale simulée. Des médecins amicaux avec les fraternités, fréquemment anciens membres eux-mêmes, offraient des services d'amélioration de cicatrices mineures ou même la création complète d'une marque artificielle. Utilisant des bistouris, ces professionnels reproduisaient méticuleusement la trajectoire typique d'une coupure, suivant les patrons anatomiques corrects pour que le résultat fût crédible. Cette falsification médicale requérait une habileté considérable pour répliquer non seulement l'apparence, mais aussi les caractéristiques spécifiques d'une cicatrice authentique. La coupure devait avoir la profondeur correcte, la direction appropriée et la texture qui résulterait d'une blessure infligée par un Mensurschläger. Les médecins spécialisés dans cette pratique développèrent des techniques pour simuler même les détails les plus subtils, comme les petites irrégularités qui résulteraient du mouvement pendant le duel réel. La valeur sociale du schmiss transcendait amplement l'ambiance universitaire. Dans la société bourgeoise et aristocratique allemande, la cicatrice faciale fonctionnait comme une carte de présentation silencieuse mais éloquente. Les hommes qui la portaient étaient immédiatement reconnus comme membres de l'élite éduquée, possesseurs de bravoure prouvée et candidats fiables pour des positions de responsabilité. Les familles de classe haute considéraient le schmiss chez leur fils mâle comme un motif d'orgueil familial. Il représentait non seulement que le jeune avait reçu une éducation universitaire de qualité, mais qu'il avait démontré le caractère nécessaire pour affronter des épreuves difficiles. Les pères exhibaient fréquemment des portraits de leurs fils où la cicatrice était clairement visible, et ces portraits s'envoyaient à des familles de possibles épouses comme évidence de la qualité du prétendant. Dans les cercles sociaux, les hommes avec schmiss visible jouissaient d'un respect automatique. Leurs cicatrices communiquaient qu'ils avaient appartenu à des fraternités respectées, qu'ils avaient passé par les rigueurs de l'entraînement mental nécessaire et qu'ils possédaient les connexions sociales appropriées. Cette marque faciale agissait comme un passeport pour des cercles exclusifs, facilitant l'accès à des réseaux professionnels et sociaux d'élite. Les femmes de la haute société considéraient fréquemment le schmiss comme un trait attrayant chez les hommes. La cicatrice suggérait non seulement bravoure et résistance à la douleur, mais aussi stabilité économique et sociale.
Un homme capable de soutenir son éducation universitaire et d'appartenir à une fraternité exclusive représentait un candidat matrimonial désirable. Les mères de famille conseillaient à leurs filles de prêter attention spéciale aux prétendants qui portaient cette marque de distinction. L'ostentation du chemise se réglait selon des codes sociaux spécifiques. On ne considérait pas approprié d'attirer l'attention directement sur la cicatrice, mais il n'était pas non plus nécessaire de la cacher. Les hommes qui la portaient adoptaient des postures et angles qui permettaient sa visibilité sans paraître vaniteux. Dans les portraits photographiques, il se positionnait de manière que la lumière rehaussât la marque sans que cela parût intentionnel. Cependant, toutes les tentatives d'obtenir ou de rehausser un chemise n'étaient pas réussies. Quelques hommes qui recouraient à des méthodes artificielles obtenaient des résultats peu convaincants qui pouvaient être identifiés par des observateurs expérimentés. Les fraternités les plus strictes développèrent des méthodes pour vérifier l'authenticité des cicatrices, et la détection d'une marque fausse pouvait résulter en ostracisme social sévère. La pression sociale pour obtenir un chemise visible mena quelques étudiants à prendre des risques excessifs pendant les duels ou à répéter des affrontements jusqu'à obtenir une blessure satisfaisante. Bien que les règles limitassent la fréquence des duels, quelques jeunes cherchaient des opportunités additionnelles pour améliorer leurs résultats esthétiques. Cette recherche obsessive de la marque parfaite occasionnait parfois des complications médicales ou des cicatrices trop étendues. Le chemise représentait la matérialisation physique d'un idéal culturel spécifique, la valorisation de l'autocontrôle sous pression extrême. Dans une société qui priorisait la discipline, la hiérarchie et la résistance stoïque à la souffrance, cette cicatrice fonctionnait comme évidence tangible que son porteur avait internalisé ses valeurs. C'était un symbole qui transcendait les mots et les déclarations, offrant une preuve visuelle immédiate du caractère formé selon les idéaux de l'élite germanique. Le visage du commandement, cicatrices qui parlèrent plus que les médailles. La transition des salles universitaires aux casernes militaires dans la société allemande des 19e et 20e siècles créa un pont naturel entre la culture académique traditionnelle et la structure de commandement de l'armée. Les officiers qui avaient passé par les fraternités étudiantes portaient avec eux non seulement leurs cicatrices faciales, mais aussi une mentalité spécifique sur le leadership, la discipline et l'autorité qui influencerait significativement la culture militaire allemande. Le système éducatif allemand de l'époque fonctionnait comme une canalisation directe vers des positions de leadership. Les universités les plus prestigieuses servaient comme centre de formation pour la future élite dirigeante du pays. Les étudiants qui se graduaient de ces institutions ne possédèrent pas seulement une éducation supérieure, mais aussi les connexions sociales et l'entraînement en autocontrôle qui les préparait pour des rôles d'autorité. Quand ces gradués entraient au service militaire, ils portaient avec eux une marque visible de leur formation préalable. Le chemise fonctionnait comme une accréditation silencieuse mais éloquente au sein de la hiérarchie militaire. Pour subordonnés et supérieurs également, la présence d'une cicatrice faciale authentique communiquait une information spécifique sur l'arrière-plan de l'officier. Éducation universitaire, appartenance à des cercles exclusifs et expérience directe avec la discipline de la douleur contrôlée. Cette marque faciale acquérait une signification particulière dans le contexte militaire due aux connexions conceptuelles entre l'entraînement académique préalable et les exigences du leadership de caserne. Un officier qui avait démontré la capacité de se maintenir immobile tandis qu'une lame se dirigeait vers son visage possédait, selon la logique de l'époque, les qualités nécessaires pour maintenir le calme sous le feu ennemi et pour prendre des décisions difficiles sans montrer de faiblesse devant ses troupes. L'armée prussienne, et postérieurement l'allemande, valorisait spécialement ses qualités d'autocontrôle et de stoïcisme. La tradition militaire prussienne emphasisait l'importance de la discipline personnelle de l'officier comme fondement de son autorité sur les subordonnés. Un commandant qui ne pouvait contrôler ses propres réactions émotionnelles ne pouvait s'attendre à maintenir le contrôle effectif de ses hommes pendant le combat. Les officiers, avec des cicatrices du duel académique, occupaient fréquemment des positions de respect particuliers au sein de la structure militaire. Leurs collègues reconnaissaient implicitement que ces hommes avaient passé par une forme spécifique d'entraînement en résistance mentale. Cette expérience préalable les distinguait d'officiers qui avaient intégré l'armée directement depuis des environnements civils
ou qui provenaient de strates sociales sans accès à l'éducation universitaire traditionnelle. Pendant la période de la Reichswehr, l'armée allemande limitée à 100 000 hommes par le traité de Versailles, la concentration d'officiers avec un arrière-plan universitaire et une expérience dans les fraternités était particulièrement haute. La réduction forcée de la taille militaire avait résulté en une sélection très rigoureuse du personnel, favorisant ceux avec une éducation supérieure et des connexions établies. Beaucoup de ces officiers portaient les cicatrices de leur expérience étudiante préalable. La présence de ces marques faciales dans l'officialité contribuait à renforcer une culture militaire spécifique. Les valeurs académiques traditionnelles, résistance à la douleur, contrôle émotionnel sous pression, loyauté de groupe et respect pour la hiérarchie, s'alignaient naturellement avec les principes de l'entraînement militaire traditionnel. Les officiers cicatrisés transmettaient fréquemment ces valeurs à leurs subordonnés, perpétuant une mentalité qui emphasisait la dureté personnelle comme base du leadership effectif. La Wehrmacht, de la Seconde Guerre mondiale, incluait des officiers d'origine très diverses. Tandis que quelques-uns provenaient de la tradition universitaire traditionnelle et pouvaient porter des cicatrices académiques, la majorité avait été formée au sein du système éducatif et militaire réorganisé par le régime nazi. Les nouveaux officiers, spécialement ceux montés rapidement pendant l'expansion militaire des années 1930, manquèrent fréquemment de l'arrière-plan universitaire traditionnel et, par conséquent, des marques faciales associées. La présence de cicatrices faciales parmi certains officiers créait une dynamique complexe au sein de la structure militaire. D'un côté, ces marques pouvaient générer un respect automatique basé sur leur association traditionnelle avec valeur et discipline. D'un autre côté, elles pouvaient aussi être interprétées comme symbole d'une élite vieillie, spécialement par des officiers plus jeunes, formés entièrement au sein du système national-socialiste. Cette tension reflétait des conflits plus amples au sein de la société allemande entre les institutions traditionnelles et la révolution nazie. Les officiers avec un arrière-plan dans les fraternités universitaires représentaient une continuité avec le passé impérial et aristocratique, tandis que le régime d'Hitler promouvait des idéaux de rénovation sociale et une méritocratie basée sur la loyauté idéologique au lieu de l'arrière-plan éducatif traditionnel. Malgré ces tensions, la fonctionnalité militaire pratique prévalait fréquemment sur des considérations idéologiques. Les officiers avec expérience et entraînement traditionnel, incluant ceux qui portaient des cicatrices académiques, furent utilisés extensivement pendant la guerre, dû à leurs compétences professionnelles, indépendamment de leur conformité avec les idéaux nazis purs. Sur le champ de bataille, le respect ne venait pas toujours des galons ou de l'uniforme. La cicatrice faciale fonctionnait comme un distinctif silencieux, une décoration sans décret. Les hommes marqués portaient avec eux un signal d'avoir affronté la douleur sans faiblir, d'avoir passé par les rites de l'honneur personnel avant d'assumer la responsabilité de diriger. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas majorité, mais leur présence dans la structure de commandement laissa une empreinte visuelle, historique et symbolique qui postérieurement serait mal interprétée par des observateurs externes qui ne comprenaient pas les différences entre la culture académique traditionnelle allemande et l'idéologie du régime nazi. L'épée silencieuse, Hitler et la purge des vieilles élites. L'ascension du national-socialisme au pouvoir en 1933 marqua le commencement d'une confrontation systématique entre la nouvelle idéologie nazie et les institutions traditionnelles allemandes. Parmi les objectifs prioritaires du régime se trouvaient les fraternités universitaires et leurs traditions associées. Cette campagne contre les pratiques duellistes étudiantes révéla la nature fondamentalement révolutionnaire du projet nazi et sa détermination d'éliminer les formes d'autorité et de loyauté qui n'émanèrent pas directement du parti. Adolf Hitler et ses idéologues concevaient leur mouvement comme une rupture radicale avec le passé allemand. Leur vision du nouvel homme allemand contrastait délibérément avec les idéaux aristocratiques et élitistes qui avaient dominé la société impériale. Tandis que les fraternités universitaires représentaient une continuité avec des traditions centenaires, des hiérarchies établies et des codes d'honneur indépendants, le nazisme promouvait la mobilisation populaire, la méritocratie idéologique et la loyauté totale au Führer comme unique point de référence morale et politique. Les fraternités étudiantes, avec leurs rituels exclusifs et leur réseau d'influence autonome, constituaient des obstacles directs pour la nazification complète de la société allemande.
Ces organisations maintenaient des loyautés horizontales entre membres qui transcendaient les structures verticales du parti nazi. Leur code d'honneur pouvait, dans des circonstances déterminées, entrer en conflit avec les exigences d'obéissance absolue au régime. Par conséquent, leur élimination se convertit en une priorité politique fondamentale. La législation initiale contre les fraternités se mit en place avec la rapidité caractéristique des premières mesures du régime. La loi pour la restauration du service civil professionnel, promulguée en avril 1933, servit comme instrument pour purger les universités d'éléments considérés incompatibles avec le nouvel ordre. Bien que cette loi se dirigeât nominalement contre les fonctionnaires juifs et les opposants politiques, elle s'utilisa aussi pour faire pression sur les institutions étudiantes qui maintenaient une autonomie face au parti. Vers la fin de 1933, la majorité des fraternités traditionnelles avaient été formellement dissoutes ou forcées à se dissoudre volontairement. Leurs propriétés furent confisquées ou transférées à des organisations étudiantes contrôlées par le parti. Les Pokböden, les salles spécialisées où se réalisaient les duels, furent fermées et converties à d'autres usages. L'équipement spécialisé pour les duels fut confisqué ou détruit comme évidence de pratiques prohibées. Les duels académiques furent déclarés illégaux moyennant des décrets spécifiques qui prohibaient ces activités sous toutes leurs formes. Les autorités universitaires, maintenant subordonnées au contrôle partisan, reçurent des instructions explicites de rapporter toute activité duelliste et d'imposer des sanctions sévères aux étudiants impliqués dans de telles pratiques. La police universitaire, traditionnellement tolérante avec les duels académiques, fut remplacée par du personnel loyal au régime avec des mandats spécifiques de répression. Cependant, la prohibition formelle n'élimina pas immédiatement toutes les pratiques traditionnelles. Des groupes d'étudiants conservateurs tentèrent de maintenir vivante la coutume moyennant des duels clandestins réalisés dans des emplacements secrets. Ces activités souterraines requéraient des mesures de sécurité élaborées, communication codée, emplacements changeants et systèmes de surveillance pour détecter des infiltrés ou des informateurs du régime. La Gestapo, la police secrète de l'État, développa des opérations spécifiques pour détecter et réprimer ces duels clandestins. On établit des réseaux d'informateurs au sein des communautés étudiantes pour rapporter des activités suspectes. Les agents infiltraient les cercles étudiants traditionnels, identifiaient les dirigeants d'anciens corps et Burschenschaften et documentaient toute tentative de réorganisation clandestine. Les étudiants capturés participant à des duels illégaux affrontaient des conséquences sévères. Les sanctions incluaient l'expulsion universitaire immédiate, la prohibition d'inscription dans d'autres institutions d'éducation supérieure et, dans quelques cas, l'arrestation et le procès criminel. Ces mesures dissuasives furent efficaces pour réduire drastiquement la pratique, bien qu'elles ne l'éliminèrent pas complètement jusqu'aux années de guerre. Les raids policiers dans des propriétés privées où l'on suspectait une activité duelliste devinrent fréquents. La Gestapo confisquait des équipements d'escrime, des documents de fraternité dissoutes et des photographies qui pourraient évidencer la participation à des duels prohibés. Les perquisitions domiciliaires s'étendaient aux familles d'anciens membres proéminents de fraternité, créant un climat de surveillance constante qui inhibait toute tentative de préserver les traditions clandestinement. Le régime implémentait simultanément des programmes de rééducation pour les étudiants identifiés comme sympathisants des traditions prohibées. Ces programmes emphasisaient les valeurs du national-socialisme et contrastaient explicitement la loyauté partisane avec les loyautés vieillottes à des organisations étudiantes. On organisait des conférences obligatoires où l'on dénonçait les fraternités comme institutions élitistes incompatibles avec l'égalité raciale allemande. La culture étudiante fut complètement réorganisée autour d'organisations contrôlées par le parti. Le Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, Ligue nationale socialiste d'étudiants allemands, remplaça les fraternités traditionnelles comme centre de la vie sociale universitaire. Cette organisation promouvait des rituels alternatifs basés sur l'idéologie nazie au lieu des traditions académiques historiques. Les nouveaux rituels étudiants emphasisaient des activités collectives au lieu d'épreuves individuelles de valeur. On organisait des marches massives, des compétitions sportives, et des cérémonies de serment aux fureurs qui contrastaient délibérément avec les duels individualisés traditionnels.
L'objectif était de créer un sens de communauté basé sur la conformité idéologique au lieu de la distinction personnelle à travers la souffrance contrôlée. L'élimination de ces pratiques faisait partie d'une stratégie plus ample de contrôle social qui cherchait à éliminer toutes les sources d'autorité morale indépendante de l'État nazi. Les fraternités, avec leur code d'honneur autonome et leur rituel de formation du caractère, représentaient une compétition directe pour la fonction formative que le régime voulait monopoliser. En éliminant ces institutions, le nazisme cherchait à se convertir en la seule source de valeur et d'orientation morale pour la jeunesse allemande. Cette campagne contre les traditions universitaires traditionnelles révéla une tension fondamentale au sein du projet nazi. Bien que le régime utilisât une rhétorique nationaliste et appelât à la grandeur historique allemande, il détruisait simultanément des institutions genuinement allemandes qui avaient persisté pendant des siècles. Cette contradiction illustrait la nature révolutionnaire au lieu de conservatrice du national-socialisme, malgré son alliance tactique avec des éléments conservateurs pendant son ascension au pouvoir. La résistance à ces mesures fut limitée mais persistante. Quelques anciens membres de fraternité tentèrent de préserver des éléments de leur tradition en les adaptant aux nouvelles circonstances. On développa des codes secrets, des réunions déguisées comme événements sociaux ordinaires et des systèmes de communication qui permettaient de maintenir le contact entre des membres dispersés. Cependant, ces efforts furent progressivement démantelés par la surveillance étatique intensifiée. L'éclat de la Seconde Guerre mondiale en 1939 accéléra la disparition finale des pratiques clandestines. La mobilisation militaire massive dispersa les communautés étudiantes, tandis que les priorités de guerre réduisirent les ressources disponibles pour des activités considérées non essentielles. Les jeunes qui auraient participé à des duels académiques furent recrutés pour un combat réel, éliminant effectivement la base démographique pour la continuation de ces traditions. La prohibition nazie eut des conséquences durables qui s'étendirent au-delà de la période du régime. L'interruption de plus d'une décennie dans la transmission de ces traditions brisa la continuité culturelle qui avait maintenu vivantes ces pratiques pendant des siècles. Quand les fraternités furent éventuellement restaurées après 1945, elles durent reconstruire des rituels et des procédures depuis la mémoire fragmentée de membres survivants au lieu d'une tradition continue. Cette rupture forcée altéra aussi de manière permanente la perception sociale des pratiques traditionnelles. Ce qui avait été une activité respectée et socialement valorisée avant 1933 émergea après 1945 comme une curiosité historique associée incorrectement mais compréhensiblement avec la période nazie due à sa suppression pendant ces années. La propagande nazie contre les fraternités avait réussi, paradoxalement, à lier ces traditions avec le régime qui les avait prohibées. La cicatrice des armées, du duel réel au simulacre moderne. L'histoire du Schmiss allemand ne termina pas avec la prohibition nazie de 1933, ni avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Sa trajectoire postérieure illustre comment une tradition centenaire peut survivre à la répression politique, s'adapter à de nouvelles réalités sociales, et finalement se transformer en une pratique complètement différente de ses origines historiques. Quand les forces alliées occupèrent l'Allemagne en 1945, elles trouvèrent un pays dévasté non seulement physiquement, mais aussi culturellement. Les institutions traditionnelles avaient été détruites ou corrompues par 12 ans de régime nazi. Les universités, en particulier, nécessitaient une reconstruction complète, nouveaux professeurs, nouveaux programmes et une nouvelle culture étudiante qui rompit définitivement avec le passé. Les fraternités traditionnelles qui avaient pratiqué le mensur affrontèrent un double problème. D'un côté, elles avaient été prohibées et persécutées par les nazis, ce qui théoriquement leur donnait légitimité comme victimes du régime. D'un autre côté, les autorités alliées les voyaient avec suspicion, les considérant partie du militarisme allemand qui avait contribué au surgissement du nazisme. Les premières tentatives de revivre les fraternités commencèrent timidement en 1948, principalement dans la zone d'occupation américaine. Cependant, les peu d'étudiants qui tentèrent de rétablir les pratiques traditionnelles affrontèrent l'hostilité tant des autorités universitaires que d'autres étudiants. La génération qui avait vécu la guerre associait tout rituel qui impliquait des armes avec le passé militaire qu'ils voulaient oublier.
Quand on permit finalement la renaissance partielle de quelques fraternités dans les années 1950, les régulations imposées transformèrent radicalement la nature du mensure. Les autorités de la République fédérale allemande établirent des requis stricts qui éliminaient pratiquement la possibilité de cicatrices permanentes. Les nouveaux protocoles exigeaient des équipements de protection qui couvraient complètement le visage. On introduisit des masques de métal perforés, similaires à ceux utilisés en escrime sportive moderne, qui rendaient impossible toute coupure faciale. Les médecins superviseurs avaient autorité pour arrêter immédiatement tout combat qui présentait un risque de lésion permanente. De plus, on limita drastiquement la fréquence des duels. Tandis que dans le XIXe siècle, un étudiant pouvait participer à de multiples mensurennes pendant sa carrière universitaire, les nouvelles règles restreignèrent la pratique à des occasions cérémonielles spécifiques, fréquemment pas plus d'une fois par semestre pour chaque fraternité. Les étudiants allemands des années 1950 et 60 avaient une relation ambivalente avec les traditions de leurs grands-pères. Ils avaient grandi pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, quand la survie basique était plus importante que les rituels d'honneur. Pour beaucoup, les cicatrices faciales ne représentaient pas valeur ou discipline, mais un passé qu'ils préféraient ne pas rappeler. Cette attitude se refléta dans l'adhésion aux fraternités reconstruites. Tandis qu'avant 1933, appartenir à un corps ou Burschenschaft était un symbole de statut social désirable, dans la Nouvelle-Allemagne, ces organisations attiraient principalement des étudiants avec nostalgie pour le passé impérial, fréquemment de familles conservatrices qui avaient perdu influence politique et sociale. La pratique du mensure se convertit graduellement en une curiosité historique plus qu'en une institution sociale relevante. Les participants étaient vus par leurs compagnons universitaires comme des anachronismes, des personnes qui jouaient à être aristocrates dans une société qui avait embrassé des valeurs démocratiques et égalitaires. Les mouvements étudiants de 1968 en Allemagne furent particulièrement hostiles envers les fraternités traditionnelles. Les étudiants radicaux les voyaient comme symboles de l'autoritarisme qui avait mené au nazisme, institutions élitistes incompatibles avec la nouvelle conscience sociale démocratique. Pendant les protestations universitaires, plusieurs sièges de fraternité furent attaqués ou occupés par des groupes étudiants de gauche. Les symboles traditionnels, écussons, drapeaux, portraits d'anciens membres, furent détruits ou vandalisés. Dans quelques universités, les autorités académiques profitèrent du climat anti-autoritaire pour imposer des restrictions additionnelles sur les activités des fraternités. Cette période marqua le déclin définitif du prestige social associé avec le mensure. Ce qui avait été pendant des siècles une marque d'honneur se convertit en un stigmate politique. Les jeunes Allemands qui cherchaient l'acceptation sociale évitaient toute association avec des pratiques qui pourraient être interprétées comme militaristes ou réactionnaires. Les fraternités qui survécurent aux turbulences des années 1960 et 70 s'adaptèrent en implémentant des changements qui auraient été impensables pour leurs antécesseurs historiques. Le mensure moderne maintient la structure cérémonielle basique, arbitre, médecin, formalités protocolaires, mais a éliminé pratiquement tous les risques physiques. Les équipements de protection contemporains incluent des casques intégraux de polycarbonate transparent qui couvrent complètement la tête et le cou. Les gants s'étendent jusqu'aux avant-bras et on utilise des plastrons matelassés qui protègent le torse. Les épées ont été modifiées pour avoir des tranchants moins aigus et les duels s'arrêtent immédiatement devant tout contact qui perfore la protection. Le résultat est une activité qui préserve les formes externes du rituel historique en éliminant ses conséquences physiques caractéristiques. Les participants contemporains peuvent dire qu'ils ont complété un mensure, mais ils ne portent pas les marques permanentes qui définissaient l'expérience traditionnelle. À partir des années 1980, des historiens allemands commencèrent à étudier systématiquement les traditions universitaires du XIXe siècle, incluant le mensure et la signification du Schmiss. Ces études académiques établirent clairement la séparation chronologique et conceptuelle entre ces pratiques et le régime nazi. Des travaux comme ceux de Hans-Georg Balder sur les fraternités étudiantes allemandes et les études de Ruth Weiss sur la culture universitaire de l'Empire documentèrent exhaustivement que le mensure avait été prohibé et persécuté par les nazis, non promu par eux. Cette recherche académique commença à corriger graduellement les perceptions erronées perpétuées par la culture populaire.
Cependant, ces corrections académiques eurent un impact limité hors des cercles universitaires spécialisés. L'image populaire de l'officier nazi avec cicatrice avait acquis une vie propre dans la culture médiatique internationale, indépendamment de sa précision historique. De nos jours, approximativement 300 fraternités en Allemagne, Autriche, Suisse et Pologne maintiennent quelques formes de pratiques liées aux mensures traditionnelles. Cependant, ces organisations opèrent dans un contexte social complètement différent de celui de leurs prédécesseurs historiques. L'adhésion totale de toutes ces fraternités ne dépasse pas les 15 000 étudiants, une fraction minime de la population universitaire allemande contemporaine. Leur influence sociale est pratiquement nulle, et leur visibilité publique se limite à des événements cérémoniels occasionnels qui attirent plus la curiosité que le respect. Les participants contemporains emphasisent fréquemment les aspects de camaraderie, tradition historique et continuité culturelle plus que tout élément lié à la valeur physique ou à la résistance à la douleur. Le mensure moderne s'est converti en une activité sportive réglementée avec un vêtement historique plus similaire à la recréation de batailles médiévales qu'aux duels rituels originaux.